Bonjour à tous. En fait, là, aujourd'hui, j'aimerais bien faire un meet-up, peut-être pas spécifiquement à C++, qui touche à un sujet un peu général et qui intéresse, je pense que beaucoup de monde, c'est l'intelligence artificielle. Et alors, l'idée, en fait, c'est de vous donner en fait des idées générales sur, peut-être vous connaissez déjà, mais sur l'intelligence artificielle, c'est quoi les branches, par exemple, le traitement d'image, traitement de la parole, le machine learning, deep learning, tout ça, pour donner des idées sur comment ça fonctionne, grosso modo. Et après, pour fournir aussi on dirait des indicateurs pour, si vous voulez avancer dans le domaine, approfondir vos connaissances dans le domaine, en fait, c'est quoi les connaissances nécessaires. Voilà. Alors, ouais, par expérience, moi j'ai actuellement, bon, comme on sait, chez AngoFip, je pense qu'on n'a pas encore des offres, des postes sur l'intelligence artificielle. Mais moi, comme j'ai fait des études en ce domaine pendant 2 ans, donc, même à l'université aussi, et j'ai fait aussi quelques stages, quelques projets. J'ai écrit aussi des articles scientifiques pour les conférences, tout ça dans le domaine. Du coup, je pourrais quand même vous donner quelques idées. En fait, c'est du domaine. Voilà. Donc, à l'intelligence artificielle, là, j'ai donné une définition. C'est un ensemble de théories et de techniques visant à réaliser des machines capables de simuler l'intelligence humaine. Euh, Quand on dit l'intelligence humaine, c'est très large, mais on peut quand même lister quelques côtés de l'intelligence humaine. C'est comme la capacité de raisonner, la capacité de donner une décision. Euh, Et voilà. Bien sûr, pour pouvoir donner une décision, pour pouvoir raisonner, on a besoin en fait des inputs, des entrées, ce qu'on appelle les perceptions. Ça veut dire qu'on doit percevoir en fait du monde par quel moyen? Par exemple, pour que l'image que nos yeux en fait, capturent, par les sons qu'on entend par les oreilles, par l'odeur, par exemple. Voilà, tout ça, c'est les parties, on dirait, capteurs humains, ce qu'on appelle la perception. Donc, voilà, pour un système, quand on fait un système d'intelligence artificielle, il y a aussi deux parties. C'est la perception avec les capteurs de son, avec les caméras, on capture en fait des signaux, et après, avec des algos, en fait, on va les analyser, raisonner et donner des décisions, etc. Il y a plusieurs branches de l'intelligence artificielle, comme j'ai expliqué. Vous voyez la partie un peu en rouge, foncé, c'est la partie dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est la perception. Donc, dans la perception, on peut avoir ce qu'on appelle la vision par ordinateur, c'est tout ce qui concerne le traitement d'image. On peut avoir le traitement de la parole. On peut avoir le domaine du robotique. Robotique, c'est ce qu'on appelle aussi haptique. C'est plutôt pour... après un robot, on peut avoir aussi des images, du son capturé par les robots, mais aussi des touches voilà, par les capteurs. Ça, c'est la partie perception. Après, on a une partie pour le machine learning. Vous connaissez, ou vous avez entendu parler. Dans machine learning, il y a plusieurs domaines. Il y a l'apprentissage supervisé. Il y a aussi l'apprentissage non supervisé. Les apprentissages renforcés. Bon, je vais creuser un peu plus sur l'apprentissage supervisé et non supervisé dans les prochaines slides. Euh, on peut avoir aussi un domaine qui s'appelle la recherche d'opération. Ça veut dire que c'est un domaine qui cherche à appliquer des méthodes scientifiques pour donner des décisions de management, d'opération, tout ça. On peut avoir, par exemple, le raisonnement automaté. Je ne sais pas le mot en français, je ne sais pas. Voilà. Tic, tic, tic. Voilà. Donc, en tout cas, sur ce schéma, vous voyez deux parties, c'est la perception et la décision. Donc, la Juan, décision, excuse-moi, c'est...
ouais, Excuse-moi de t'interrompre, tu peux donner ouais, plus de précision sur Operation Research? J'ai pas compris. Qu'est-ce que ouais. ça En fait? fait, c'est un domaine, je pense, un peu spécifique du machine learning, de l'intelligence artificielle. C'est la partie où tu donnes des décisions. Tu donnes des décisions un peu sur, par exemple, en fait, un système, par exemple, comment dire? Bah, c'est un domaine de machine learning, mais machine learning, en fait, c'est un peu général, dans le sens que tu peux dire que je vais classifier les choses, je vais diviser les trucs en groupes, puis comme ça, mais après, qu'est-ce qu'on va faire par la suite? Par exemple, si tu as un système qui capture en fait un son, ok, tu peux détecter le son, tu peux analyser, tu peux reconnaître le son, et après, qu'est-ce que tu vas faire avec le son? Par exemple, si tu utilises les outils de Google ou les appareils Google, tu fais des commandes vocales et tu analyses, tu fais la reconnaissance, mais après tu vas faire des actions en fait à la suite de ça. Mais c'est pas vraiment un domaine, comment dire, très séparé, mais pour moi, en fait, c'est la suite de ce que tu as avec la partie machine learning. Mais plutôt pour la partie management, opération, ou même un management dans les entreprises, c'est plutôt pour pour donner des décisions. C'est ce qu'on appelle le decision making aussi. Voilà. Donc, je ne sais pas si ouais, vous avez d'autres questions, c'est peut-être pas très clair ou C'est clair, tu as merci. ouais. Alors, donc je vais présenter un peu rapidement du domaine du traitement de la parole. Moi, je suis pas vraiment spécialiste en fait là-dedans. Je travaillais plutôt sur le traitement d'image. Mais bon, les systèmes de reconnaissance automatique, quel que soit image ou son, en fait, ils partagent des caractéristiques, des idées. Dans le traitement de la parole, on peut lister quelques sous-domaines, euh, par exemple, la génération de langage. Pas de langage, mais de la parole. Par exemple, si on me dit bah, j'ai une phrase, bah, généralement, en fait, les phrases qui sont un peu similaires, par exemple. Ce qu'on appelle le paraphrase. Où on peut dire, bah, faire la reconnaissance de langage, ce que Google il fait souvent sur la reconnaissance, c'est quoi le langage? Parce que maintenant, on peut taper sur Google Translate euh, tout ce qu'on veut et après, il détecte c'est quoi la langue. La compréhension de la parole aussi, bah, par exemple, pour faire les commandes vocales, bah, on doit analyser et comprendre les paroles. Euh, un des exemples, un algo en fait très utilisé dans le traitement de la parole, par exemple, c'est la chaîne de Markov. La chaîne de Markov, là, en fait, je cite un exemple sur la génération de langue naturelle. La chaîne Markov, c'est un modèle que vous voyez, par exemple, à gauche, là, avec des nœuds et des connexions euh, avec des poids. Donc, comment on va détecter, par exemple, on peut dire que par exemple, si vous voyez là, le nœud qui s'appelle Rainy, il y a un flèche vers le cloudy avec le poids de 0,3, un autre flèche vers sunny avec le poids de 0,2 et Rainy un flèche en fait à lui-même avec le poids de 0,5. Ça veut dire que si aujourd'hui, par exemple, il est pluvieux, bah, demain, en fait, bah, il y a 50% de possibilités que ça sera aussi pluvieux comme aujourd'hui. Et 30%, ça sera un peu nuageux. Et il pourrait avoir du soleil bah, à 20%. Euh, donc, dans le traitement de la parole, on utilise, par exemple, avec l'exemple que j'ai écrit en fait à droite, par exemple, j'ai une phrase, un texte là, comme j'ai mis sur la première ligne. I love cats. Cats are my favorite animal. I have two cats. Donc, moi, j'ai besoin de générer une phrase qui est un peu, par exemple, similaire. Donc, on passe toujours par la première phrase qui s'appelle
le pré-traitement. Le pré-traitement, l'idée, c'est d'enlever tous les bruits qui pourraient impacter le fonctionnement du système. Là, en fait, on a déjà l'entrée, on a déjà le texte comme entrée. Mais imaginons que si vous avez un système vocal, bah, ça sera de faire l'acquisition vocale, après enlever des bruits dans le son, et au final, arriver à avoir un texte. Et une fois qu'on a ce texte-là, par exemple, on peut faire des traitements comme enlever tous les points, Hem et parce qu'en fait, bah, les points dans les reconnaissances des mots, ça joue pas trop chose et aussi pour, par exemple, enlever normaliser les caractères pour qu'on ait uniquement les caractères en minuscules, par exemple. Voilà. Donc ce que vous voyez sur la deuxième phrase, c'est une phrase sans points et sans majuscules. Une fois qu'on a ça, pour appliquer le modèle de Markov, on peut, par exemple, essayer de voir, par exemple, si j'ai le mot I, après le I, en fait, c'est quoi les mots qui pourraient suivre le I? Dans cette phrase, moi, j'ai l'œuf qui suit le I et j'ai aussi le deuxième I, en fait, vers la fin de la phrase qui est suivi par have. Donc, si on veut simuler ça sur le modèle de Markov, ça veut dire que bah, j'ai un nœud avec le mot I et j'ai la possibilité de 50% qu'après I, c'est l'œuf et une autre possibilité de 50% qu'après I, ça sera have. Voilà. Donc, du coup, on crée des couples, des mots comme ça, avec des possibilités de transition entre les mots et ce qui est simulé par une matrice que j'ai à la fin. Voilà, donc à la fin, vous avez une matrice comme ça. Et avec cette matrice-là, donc là, c'est un exemple d'une phrase, mais on peut imaginer que vous avez eu un livre, même plusieurs pages, et on peut quand même construire ce type de matrice. Et avec ça, si vous avez une demande de générer une phrase à partir d'un mot, par exemple, là, il va tracer sur les mots Hem, qui ont en fait la fréquence la plus haute, heu, d'apparition en fait, après ce mot-là donné. Voilà. Donc c'est pour construire la phrase. Ça, c'est un exemple très, très simple sur, l'application de la chaîne de Markov sur, la génération de texte. Bon, ça se base plutôt sur la fréquence, d'apparition. C'est pas très compliqué. Un autre domaine qui est aussi intéressante, c'est la vision par ordinateur. Ça veut dire, c'est, de faire en sorte qu'avec une caméra, on capture des images, et on peut, faire en sorte que de faire plein de choses, de faire la reconnaissance, de, détecter il y a des choses, dans l'image, de suivre les mouvements, par exemple. Là, j'ai donné des images d'exemple, mais à droite, par exemple, vous avez une personne, bah, il arrive à détecter que ça, c'est une personne, tout ça et vous voyez déjà certainement des systèmes qui suivent les gens en vidéo, en temps réel. Ça veut dire une fois qu'il détecte que c'est une personne, bah, il suit la personne quand la personne se déplace. Hem, Bah, en fait, là, pour parler un peu des techniques, bah, si on veut suivre, en fait, l'idée de suivre une personne, ça veut dire que, bah, on va on va calculer un peu la possibilité qu'une personne se déplace d'un point A vers un ensemble de points autour. Ça veut dire que, vous avez la personne qui est là, dans un point A, vous allez échantillonner un peu les points autour. Et du coup, pour chaque point autour, en fait, vous allez créer un cadre et après vous comparez tous les cadres avec le cadre, au centre pour voir c'est quoi le cadre qui ressemble le plus au cadre, centré et comme ça, vous allez calculer, en fait, la possibilité que cette personne-là s'est déplacée de point A vers le point B et comme ça, on va calculer, on va détecter qu'en fait, c'est le point B1, par exemple, qui est le point le plus possible bah, auquel en fait la personne se trouve, après le point A au début, par exemple. Ça, c'est pour parler d'une façon générale, système. Je vais aller un peu en détail sur un algo qui s'appelle le state matching. Le state matching, en fait,
c'est un algo qui permet de faire le matching entre les images. Par exemple, si vous faites des recherches sur Google, vous donnez une image, vous lui dites, de me trouver en fait des images qui ressemblent, qui sont similaires. Voilà, donc Google, il est capable de faire ça. Et pour faire ça, en fait, bah, il y a plein d'algos différents, mais un algo qui est assez basique, c'est le SIP matching. Donc, comment il arrive à dire que, par exemple, vous voyez là, il y a 2 photos de la tour Eiffel, mais capturées des angles différents. Mais comment il arrive à dire que, bah, à gauche ou à droite, les 2, c'est la tour Eiffel, mais juste sous les angles différents? Alors, donc, on peut faire ça avec un algo qui s'appelle Shift Matching, que vous pouvez implémenter même en C++ avec une librairie qui s'appelle OpenCV. Et l'idée, c'est quoi? Alors, comme j'ai expliqué tout à l'heure, avant d'entrer dans les systèmes de reconnaissance, il faut faire un peu le pré-traitement. L'objectif du pré-traitement, c'est d'enlever des bruits qui pourraient impacter la reconnaissance du système. Parce que bah, faut pas que le système soit trop sensible aux changements, par exemple, de luminosité, de couleur. Voilà. Donc, pour faire ça, par exemple, pour le seed matching, ce qu'on va faire, bon, avant de faire la reconnaissance, on va faire un filtrage sur l'image. Donc, un filtrage, c'est en fait une image en 2D, c'est une matrice. Et un filtrage, ça veut dire que vous faites la convolution de deux matrices. Si vous avez des connaissances un peu sur l'algèbre linéaire, ça s'appelle la convolution de matrice. Et du coup, on va appliquer la convolution d'une matrice sur une autre matrice. Voilà. Donc, on a une matrice d'images, on a une matrice de filtres. On va appliquer le filtre sur l'image par des calculs de convolution. Et bah, voilà, du coup, là, avec ça, vous voyez que on peut générer 1, 2, 3, 4, 20 images différentes. Voilà. Les octaves, ici, c'est quoi? Les octaves, en fait, c'est juste que l'échantillonnage des images. Vous voyez que en fait, les images en bas, là, sont plus floues que les images en haut, parce qu'on les échantillonne. Donc, ça veut dire, par exemple, on prend 2 pixels sur 1. 1 pixel sur 2, pardon. Ou 4 pixels, 1 pixel sur 4, ou 1 pixel sur 8, par exemple. Voilà. Et ça, c'est dans le sens des octaves. Ça veut dire de haut vers le bas. Et dans le même octave, on peut appliquer les filtres ce qu'on appelle les filtres de Gaussien. C'est pour faire flou, en fait, les images. L'idée de faire flou les images, c'est quoi? C'est de faire accentuer les caractéristiques uniquement nécessaires pour l'image. En faisant flou en fait, les images, vous pouvez enlever tous les bruits et vous gardez uniquement les traits qui sont très accentués. Par exemple, bah, vous voyez que même l'image est floue à la fin, on voit quand même la forme de triangle de quelque chose. Voilà. Donc, et là, c'est plus important que les petits détails qu'on voit sur la tour Eiffel. Ça ne sert pas à grand-chose. Voilà. Donc, c'est ça l'idée, en fait, d'appliquer les filtres. Et voilà. Une fois qu'on a ces ensembles des images, on va continuer par, pour chaque point, on va essayer de construire un vecteur qui décrit en fait le point. Ça veut dire qu'on va, alors, ce qu'on appelle le gradient. Ça, c'est un peu mathématique. Le gradient, ça veut dire que vous calculez que pour chaque point ici, comment l'intensité du pixel dans l'image change selon l'axe X ou Y. Voilà, comment ça varie. L'idée, c'est pour voir en fait, par exemple, si vous voyez là, dans le contour de la tour Eiffel, si on voit que un pixel là se trouve dans le point où ça change beaucoup dans l'axe X, ça veut dire que potentiellement il y a un contour. Mais si ça change pas trop, l'intensité ne change pas trop, ça veut dire potentiellement c'est dans la zone un peu homogène.
Et un point qui est dans la zone homogène, c'est pas important pour la reconnaissance. Les points qui sont dans les contours, c'est plus important. Si on se base sur la forme des choses pour faire la reconnaissance. Et c'est pour ça, en fait, qu'on calcule la radian, pour savoir comment l'intensité du pixel change à un point donné. Voilà. Et bah, avec ça, en fait, bah, on calcule un peu on divise un peu l'image en plusieurs bins différents. On essaie de voir qu'à ce point-là, bah, l'intensité change plutôt dans quel axe, dans quelle orientation. Par exemple, on peut normaliser en 8 orientations et on va sommer un peu ce qu'on appelle un histogramme. On dit que, par exemple, pour l'orientation de 9 heures, là, c'est pas horizontal, on dirait. Il y a combien de changements dans chaque axe-là et c'est quoi la rondeur, en fait, de ce changement? Et à la fin, on va arriver à avoir, heu, les valeurs, la somme, en fait, de tous les changements de gradient pour chaque orientation. Et comme ça, on peut construire comme ça un vecteur pour décrire le point en question au niveau du changement de contour. Et voilà et une fois que c'est fait, bah, on pourrait quand même faire le matching. Ça veut dire que vous pouvez comparer image par image et pour dire que ce point-là, au niveau du changement des radians, ça correspond à ce point-là et voilà, le sommet correspond au sommet, le pied correspond au pied et après on va utiliser les poids pour dire qu'entre ces 2 images-là, il y a, par exemple, ou 80 points à matcher, alors que pour l'autre, c'est 2 matchés, du coup, potentiellement, c'est la première image qui matche le mieux. Voilà. Ça, c'est un des systèmes, un des algos, en fait, qui permet de faire le matching entre les images par, par les points dans les contours. Hem, il y a, pardon. Il y a aussi, un autre domaine de la vision par ordinateur, c'est pour la détection, des, mouvements en vidéo. Bon, à la base, les vidéos sont des images, qui bougent, voilà. Donc, on peut, par exemple, faire le suivi des personnes, tout ça, dans la vidéo, avec l'algo que j'ai décrit, tout à l'heure. Aussi, par contre, on peut aussi faire la reconnaissance des actions, des, mouvements et pour faire ça, en fait, il y a un des algos, c'est de convertir la vidéo en image. Et pour convertir les vidéos en images, ça veut dire on va capturer une séquence des mouvements, des photos différentes et après, on va appliquer par exemple, vous voyez ici là, c'est l'image en noir blanc, c'est parce qu'on applique en fait le filtre de Gaussien pour, accentuer un peu le contour et aussi, après ça, avec plusieurs images, on peut les assembler pour faire une seule image qui combine en fait tous les mouvements et c'est pour ça que vous voyez plusieurs mains, hein, dans la même photo et avec ça, en fait, on peut faire, des reconnaissances, de la vidéo avec. J'ai déjà, une fois j'ai fait une recherche et j'ai aussi un article sur ce sujet-là, de faire, la détection de mouvement des mains avec le capteur de Kinect. Si ça vous intéresse, je pourrais vous envoyer le lien vers mon article, après. Hem, mais ça une fois que vous convertissez, bah, la vidéo en image, bah, ça suit le système de reconnaissance d'image. On peut par exemple appliquer ce que je vous ai expliqué ici pour extraire les caractéristiques dans les points sur le contour. Voilà et pour décrire un peu l'image et après faire le matching. Alors, par contre, jusqu'à un moment, je parle toujours en fait des matchings, tout ça, mais le matching, c'est pas idéal. Si vous faites vous construisez des systèmes un peu complexes, parce que matching, ça veut dire que vous faites les comparaisons une par une, image par image. On peut pas faire comme ça, c'est pas comme ça qu'ils font, sur les systèmes, de grand volume. Donc il faut utiliser les méthodes plus machine learning, voilà. Le machine learning, alors il y a plusieurs types de machine learning. Il y a 2 types le plus connus, c'est, qu'on appelle l'apprentissage, supervisé et l'apprentissage non supervisé.
Donc, ici, j'ai donné une définition du machine learning. En français, c'est l'apprentissage automatique. Ils se font sur les approches mathématiques et statistiques pour donner aux ordinateurs la capacité d'apprendre à partir de données, c'est-à-dire améliorer leur performance à résoudre les tâches sans être explicitement programmées pour chacune. Là, pour expliquer, imaginons que tout à l'heure, vous avez fait ici, vous avez fait l'extraction caractéristique et pour chaque point dans l'image, vous construisez un vecteur qui décrit le point et après par les moyens divers et variés, bah, vous construisez un vecteur représentatif pour l'image complète. Voilà. Par exemple, on peut combiner les vecteurs de chaque point. On fait un échantillonnage et après on combine les vecteurs pour que les points, l'équipaille, et après on forme un vecteur pour chaque image. Une fois que c'est fait, comment on peut faire pour, par exemple, pour dire que dans un système, vous avez la tour Eiffel, vous avez la tour Pisa. Comment on peut distinguer les tours Eiffel et la tour Pisa? Bon, certes, vous pouvez comparer l'image en question avec toutes les images dans votre base de données pour dire que ah ouais, ça ressemble plus à une image de la tour Eiffel que la tour Pisa. Mais bon, c'est pas efficace. Parce que si vous avez beaucoup de données, vous pouvez pas faire la comparaison, le matching comme ça. Donc, il faut faire en sorte qu'on a un modèle mathématique qui pourrait vous dire que, OK, c'est une image, je calcule des trucs et je dis tout de suite si c'est une image de la tour Eiffel ou la tour Pisa. Donc, pour faire ça, souvent dans les systèmes de reconnaissance automatique, on a des données, on récupère, on essaie de faire une acquisition de beaucoup de données possibles et on divise les données en deux ensembles. On divise en un ensemble de ce qu'on appelle d'entraînement et un ensemble de tests. Donc, par exemple, j'ai 3000 images, je pourrais utiliser 2000 pour l'entraînement et 1000 pour faire l'apprentissage, pour faire le test, pardon. Donc, ces 2000-là, je vais faire des extractions des caractéristiques et je peux former les choses et après, je vais donner aux algos en fait, de machine learning pour qu'ils apprennent des modèles. Je vais préciser ça après. Et après, pour que les 1000 qui restent, je vais utiliser comme un ensemble de tests pour évaluer mon algo. Et là, c'est avec la machine learning. Voilà. Donc, vous voyez là, ici, j'ai deux images sur deux systèmes d'apprentissage le plus connus, c'est apprentissage supervisé et apprentissage non supervisé. Supervisé, ça veut dire quoi? Supervisé, ça veut dire que j'ai une entrée et je connais la sortie. Par exemple, vous donnez au système 2000 images de la tour Eiffel et la tour Pisa en lui disant ça c'est Eiffel pour chacune des images. Ça c'est la tour Eiffel, ça c'est la tour Pisa. Bah, après, apprend un algo pour les distinguer. Donc ça s'appelle l'apprentissage supervisé. Ça veut dire on connaît les sorties. Et vous voyez là, à gauche, là, dans la photo, dans l'image à gauche, j'ai des points en noir et les points en blanc. Les points ici, c'est bah, évidemment, c'est dans l'espace de deux dimensions, x1 et x2. Ça veut dire que vous avez des images et après vous arrivez à extraire, à calculer les caractéristiques des images. Et pour chaque image, par un moyen très simple, vous modélisez par un point dans l'espace de deux dimensions. Voilà. Et du coup, là, vous voyez que pour distinguer les points noirs et les points blancs, bah, simplement, on peut faire une droite, une ligne pour les séparer. Et si vous arrivez à construire la ligne, ça veut dire la ligne, c'est juste avec deux coefficients dans l'espace de deux dimensions. Comme ça, vous pouvez juste seulement sauvegarder le modèle, ça veut dire deux coefficients. Et maintenant, à partir de maintenant, avec n'importe quel point qui tombe dans votre système, vous allez arriver à dire que c'est un point noir ou un point blanc en se basant sur la position du point par rapport à la ligne. Donc, pas besoin de dire: «Oh, OK, je vais comparer le point avec tous les points noirs, je vais comparer le point avec tous les points blancs pour voir si c'est plutôt noir ou blanc». Non, je vais faire des choses sur la droite sur la ligne que j'ai déjà construite. Voilà. C'est ça l'idée
de machine learning et apprentissage supervisé. Voilà. Sinon, vous avez un autre domaine qui s'appelle une autre, comment dire, une autre branche qui s'appelle l'apprentissage non supervisé. Là, on connaît pas. On connaît pas les labels. On sait pas c'est quoi ça. Et simplement, on peut faire des choses comme le clustering. Ce qu'on appelle le clustering, ça veut dire qu'on divise en groupes. Voilà. Par exemple, je sais pas c'est quoi les labels dans le système, mais si vous me donnez en fait un ensemble de 1000 images, je pourrais quand même dire que, en fait, parmi ces 1000 images-là, je trouve qu'il y a 3 groupes des choses, mais je sais pas qu'est-ce que c'est. Je trouve que il y a 3 groupes. Il y a un ensemble des images qui sont très proches l'une à l'autre et ça fait 3 clusters. Voilà. Ça, c'est apprentissage non supervisé. C'est plutôt pour, faire un clustering, classifier les choses, en clusters, sans savoir c'est quoi le label. Hem, Vous avez entendu certainement en parler, en fait, du réseau neurone. Réseau neurone, c'est un système de reconnaissance assez connu dans le machine learning. Les réseaux neurones, ça sert à quoi? Alors, comme j'ai dit, en fait, l'idée, c'est de construire un modèle mathématique pour que les prochains tests, une entrée, il va calculer et donner la sortie. Et pour faire ça, en fait, le réseau neurone, c'est un des algos qui permet de faire ça. Hem, Par exemple, les réseaux neurones là, la plus simple que qu'on peut voir ici, il y a des entrées et il y a une sortie. Ça, c'est la réseau neurone la plus simple parce qu'il y a une seule couche. Vous avez des entrées x1 jusqu'à xn, vous avez des poids, tout ça. Il va, faire la multiplication des valeurs avec les poids et il va combiner, ça veut dire faire la somme des choses et après il va utiliser une fonction qui s'appelle une fonction d'activation pour dire que voilà, à partir de certains seuils, ça sera, 0, ça sera 1 par exemple, et en dessous de ce seuil, ça sera 0 par exemple. Ça, c'est un système très simple pour faire, aussi un peu la classification et effectivement, vous avez un ensemble des poids mais comment on arrive à avoir des poids là-dessus? En fait, il y a des algos dans le réseau neurone qui permet de former les réseaux neurones, de faire en sorte qu'on peut apprendre les poids pour les réseaux neurones. Souvent, imaginons que vous avez des entrées, ce sont des images, ce sont des pixels des images et vous voulez apprendre les poids, bah, on va commencer par assigner les poids aléatoires dans le réseau. En faire, 0,1 sur tous les poids. Par exemple, si on a 10 poids, bon, on fait 0,1 sur tous les poids et après, on va essayer de calculer la somme et voir c'est quoi la sortie et avec ça, on va comparer la sortie avec la sortie désirée et on calcule un peu la somme de tous les, de tous les erreurs que le système donne et il y a des algos, par exemple, ce qu'on appelle le backward, hem, propagation. Voilà, c'est un algo assez connu dans le réseau neurone qui permet d'ajuster les poids du système, pour que ça s'adapte mieux qu'à la sortie qu'on veut et au bout d'un certain temps, au début, c'est totalement aléatoire, mais au bout d'un certain temps, vous ajustez, vous ajustez, vous ajustez. Au final, vous allez arriver si ça converge, parce que des fois ça converge pas, c'est un peu dans les mathématiques des choses. Si ça converge, vous allez arriver à avoir un réseau de neurones avec des poids et après, là, vous pouvez faire entrer n'importe quelle donnée et ça va donner la sortie qui se ressemble à ce que vous voulez. Voilà. Donc, c'est ça l'idée du réseau neurone. Heu, Avec ça, en fait, bah, avec des poids d'une seule couche, ça sera, plutôt pour des, questions un peu plus faciles parce qu'avec une seule couche, c'est linéaire. Mais des fois, en fait, vous avez des relations non linéaires. Ça veut dire que c'est les relations, par exemple, carré au cube.
pas seulement les réseaux linéaires. Bah, dans ce cas-là, il faut rajouter des couches. Voilà. Avec une seule couche, ce sera purement la relation linéaire pour des questions simples. Voilà. Donc, en fonction de la complexité, on rajoute des couches, on rajoute des points, des poids sur les couches. Et par contre, c'est un compromis. C'est pas parce que vous rajoutez plusieurs couches que ça va marcher mieux. Parce que en fait, vous risquez de tomber dans un truc qui s'appelle le overfitting. Voilà, overfitting dans machine learning, ça veut dire que vous apprenez, mais vous apprenez trop. Ça veut dire que, par exemple, j'ai mis l'image, mais j'apprends tellement au détail des choses que mon système perd la généralisation. Ça veut dire il n'arrive plus à généraliser et il apprend très bien sur les images que vous lui donnez, mais dès que l'image bouge un peu ou ça varie un peu, bah, il n'arrive plus à détecter. C'est parce qu'il apprend trop sur les petits détails, voilà. Donc ce qu'on appelle overfitting. Du coup, c'est pareil pour les réseaux neurones. Pour éviter les overfitting, faut c'est un compromis, mais c'est une question d'essai et pratique. C'est un compromis entre le nombre de poids, le nombre de couches, et la complexité, de la problématique. Vous avez certainement entendu parler du deep learning, ce qui est une version un peu plus avancée du machine learning, dans le sens qu'on a aussi des inputs, des outputs avec des poids comme le machine learning. Par contre, on rajoute beaucoup de couches cachées, au milieu, voilà, pour avoir des niveaux d'abstraction différents. Par exemple, imaginons que vous voulez faire la reconnaissance d'images. Les inputs, évidemment, c'est les pixels. Donc, on fait des extractions des pixels, tout ça. Mais à travers des couches, par exemple, vous pourrez avoir la première couche qui fait l'extraction jusqu'à l'intensité des pixels. Mais après ça, vous aurez un peu la deuxième couche qui va généraliser, euh, rassembler un peu les caractéristiques au niveau pixel pour former un peu la caractéristique au niveau des contours. Voilà, avec pixel, vous formez les contours dans la deuxième couche. Et après, pour la troisième couche, par exemple, à partir des contours, vous pouvez rassembler les contours pour faire un vecteur de caractéristiques de l'image, du visage. Pardon. Donc, c'est ça l'idée du deep learning. Ça veut dire on apprend, on fait l'extraction des caractéristiques en plusieurs couches, en rajoutant les niveaux d'abstraction. Voilà. Mais à la base, c'est l'idée en fait des réseaux neurones. Ça veut dire que quelles que soient les couches que vous avez, vous apprenez les poids sur toutes les connexions, et vous faites l'entraînement du système pour avoir un ensemble de poids le plus optimisé. Et à la fin, bah, on peut l'utiliser pour faire l'extraction. Voilà. Pour faire la reconnaissance, pardon. Euh, pour résumer un peu, pour un système de reconnaissance, par exemple, quel que soit les sons ou du son ou de l'image, on passe toujours par une étape du pré-traitement. La pré-traitement, souvent, ça veut dire on applique des filtres pour enlever des bruits dans les systèmes et, voilà, pour aussi accentuer un peu les points de caractéristiques de ce qu'on veut faire accentuer et qu'on juge important pour l'algo. Et après, on passe par une étape de l'extraction de caractéristiques. Ça, c'est aussi très large en fonction de ce qu'on veut faire comme système. On peut avoir des milliers et des milliers d'algos différents, c'est très mathématique, pour faire l'extraction des caractéristiques. Et c'est très spécifique au système, ça change en fonction du système. Et une fois qu'on a des caractéristiques modélisées par les vecteurs, on a tout ça, bah, on peut appliquer des méthodes de machine learning. Ça, c'est aussi très vaste. Il y a plusieurs méthodes différentes. Je vous ai expliqué sur le réseau neurone. Vous pouvez avoir un truc qui s'appelle SVN, là, comme vous voyez sur l'image que je suis en train de montrer à droite. C'est un algo qui s'appelle SVM, Support Vector Machine.
qui permet de faire un plan de séparation de données. Voilà. Il y a des algos comme ça, et vous pouvez lire un peu sur internet, il y a des outils qui permettent de faire ça. J'ai mis aussi un lien ici sur un article que j'ai écrit avec mes professeurs à l'époque sur, c'est un système de reconnaissance des plantes à partir des images, capturées sur le téléphone. Donc, bah, on capture en fait des images des plantes. Applique aussi les pré-traitements avec les filtres. On enlève les points dont on n'a pas besoin. On fait un type d'extraction, qui est un peu complexe, mais qui se base aussi sur l'intensité des pixels, mais avec des couches. Et après, on applique, bah, les plans de séparation avec SVN. Voilà, donc vous pouvez quand même peut-être lire ça. Ça a été présenté à une conférence à Paris en 2014, il y a 10 ans. Travailler dans le domaine, il y a bon, là, j'ai pas précisé des choses sur C++, mais C++, si vous voulez travailler dans, le traitement d'images, vous pouvez utiliser par exemple, OpenCV. C'est une librairie, très connue à la fois en Python et C++, Java, je crois aussi, sur le traitement d'images. Vous pouvez utiliser aussi TensorFlow pour, les librairies de machine learning. Il y a plein de libs, existants, mais par contre, C++, c'est pas la langage, la plus utilisée dans le domaine, mais c'est plutôt Python. Donc, Python, il y a beaucoup de fonctions, des trucs existants pour faire faire le machine learning, et même le traitement d'image, du son, trucs comme ça. Donc là, c'est au niveau de l'informatique. Après, bon, si vous voulez vous arrêter à l'application des choses, oui, il y a plein de livres existantes comme ça. Mais si vous voulez approfondir vos connaissances, d'un point de vue mathématique et modèle, tout ça, bah, un domaine très important dans les mathématiques, c'est à l'algèbre linéaire, parce qu'on travaille beaucoup sur, les matrices. L'image, à la base, c'est une matrice. Donc, toutes les transformations qu'on applique sur l'image, c'est sur la matrice. Donc, les opérations des matrices. Donc, c'est dans l'algèbre linéaire. Sur statistique, par exemple, sur traitement de la parole, c'est un peu plus de la statistique que traitement d'image. Donc, voilà, toutes les trucs de statistics, Bayes, les modèles bayésiens, McCord, tout ça, c'est aussi important pour comprendre les algos. Voilà. Donc, je pense que je peux pas trop approfondir les choses, mais, j'essaye en fait de donner des connaissances un peu générales, des choses, peut-être des choses que vous connaissez déjà et des choses que vous avez pas, je sais pas ça, dont vous avez pas de connaissances, mais, voilà. Je sais pas si vous avez des questions, des échanges, des trucs qu'on peut. Ah oui, j'ai une question. Merci Mmh, d'abord pour cette présentation. mmh, En fait, ma question, c'est en termes pratiques. Aujourd'hui, mmh, vous, comme un développeur en UI, mmh, comment vous participez? C'est-à-dire, est-ce que vous participez dans tous les parties, la conception du développement, l'optimisation des algorithmes, mmh, l'apprentissage ou juste la partie dev? En fait, mmh, comment vous contribuez tous ces parties-là? mmh, Est-ce que chacun prend les parties ou bien vous faites tout, pour, mmh, heu, pour même la mmh, partie apprentissage automatique? mmh. Alors, déjà, en fait, moi, je travaille plus dans le domaine, mais j'ai des gens que je connais, en fait, qui travaillent dans le domaine, et souvent, bah, après ça, en fonction de la taille de l'entreprise. Si, une entreprise, c'est une start-up, par exemple, qui a pas beaucoup de gens, bah, une personne pourrait être menée à travailler dans toutes les étapes du système. Mais, si, c'est très spécialisé, bah, on peut avoir des gens qui travaillent dans l'acquisition des choses, pré-traitement, et il y a des gens qui travaillent uniquement sur la partie, par exemple, de machine learning. Parce que c'est quand même, très large, même quand on dit de machine learning, et dans le machine learning, souvent maintenant, dans les langages, en fait, il y a des libs très dispo pour que tu puisses utiliser. Tous les algos qui sont, les plus connus,
Tu as déjà des fonctions dans les langages ou dans les libs externes des frameworks, tout ça, OpenCV, Skitlearn, trucs comme ça, il te fournit déjà fonctions. Et maintenant, le travail d'un ingénieur, par exemple, de data engineering, maintenant, pour machine learning, c'est souvent d'optimiser les paramètres. Essayer d'enlever des bruits, faire un peu le pré-traitement. Parce qu'en fait, machine learning, c'est assez général. Un algo que tu peux coder pour n'importe quel système, mais le pré-traitement, c'est très particulier et très spécifique au système que tu as. Tu peux pas enlever les bruits de la même façon sur les images des fruits ou les mouvements de la main, par exemple. C'est un peu différent. Et il faut appliquer les méthodes différentes. C'est pour ça que le pré-traitement, c'est quand même spécifique, mais le machine learning, c'est souvent, on a déjà des modèles existants dans les langages, dans les frameworks. Ce qu'on fait souvent, c'est essayer d'apprendre les coefficients, d'ajuster les coefficients pour avoir un ensemble de coefficients qui convient le mieux à notre système. Et ça, c'est souvent maintenant, c'est un jeu de données. Plus de données qu'on a, plus le système est efficace. Donc, c'est un concours de données, en fait, même parmi les grandes entreprises, les requins, mais ils essaient d'avoir le maximum de données possibles pour pouvoir ajuster les coefficients et donner les coefficients les plus adaptés. Voilà. Oui, et pour quelqu'un qui a un profil machine learning, si on peut dire ça, est-ce que c'est parmi ses jobs d'inclure et la collection et la préparation des données aussi? C'est ça? Oui, oui, je Ou pense bien que c'est je pense qu'il vaut mieux que quelqu'un qui travaille en machine learning intervienne aussi dans les pré-traitements, mais après, ça dépend de la taille de l'entreprise, comme j'ai dit. Mais je pense que c'est important que la personne qui fait l'algo intervienne aussi dans le pré-traitement, parce qu'en fait, ton algo pourrait être très impacté par les bruits. Si, par exemple, si tu fais des, tu fais extraction en fait, des caractéristiques sur la tour Eiffel, mais tu ne fais pas les filtres nécessaires, bah, quels ça que peut soient les algos que impacter. tu appliques, ça ne sera pas efficace. Tu vois. Ça va impacter, oui, Mm. c'est clair. OK, merci. Allô? Oui. Allô, bonjour, merci pour la présentation. Et si tu allais vers le diapo où il y a les organisations d'images, je pense l'avant-dernière. Oui, la précédente, oui. Non, la précédente. Là. Oui. Ouais. En fait, ici, il y a un calcul des pixels. En fait, c'est un filtre moyenneur. Il fait le de voisinage pour tous les pixels et il fait le calcul moyenne. Et dans notre cas, ça était 50, je pense. Donc, ma question ici, Future Extraction, comment ça fait la conversion vers machine learning? Oui, OK. En fait, OK, je vais t'expliquer. Le machine learning, c'est un ensemble des algos qui permet de faire les classifications, par exemple. Si on parle d'une question très concrète, c'est la classification des choses. Donc, pour faire ça, on est obligé de faire une représentation des données sous une forme normalisée. Ça veut dire, quel que soit le type d'entrée que tu as besoin de transformer ça. Par exemple, moi, je dis que je vais, pour toutes les images que j'ai, je vais essayer de faire pour chaque image, représenter chaque image par un vecteur de 128 dimensions. Ça veut dire que tu as 128 chiffres pour décrire l'image. OK? Donc, tu as plusieurs méthodes pour arriver à avoir 128 chiffres pour représenter ton image. Une des façons que tu peux faire, c'est que tu peux dire que moi, j'ai des images comme ça, et pour chaque, je détecte un ensemble des points de caractéristiques au contour, et pour chaque, imaginons que pour chaque point, tu veux avoir 8 caractéristiques, OK? Dans ce cas-là, si tu veux faire 128, ça va faire combien 128? 6 par exemple. Bah, imaginons que c'est 4, OK? Pour que chaque point, tu as 4 chiffres.
Donc, si tu veux faire un vecteur de 128 chiffres, il te faut 32 points. Donc, ça veut dire que tu vas commencer par extraire 32 points. Pour chaque point, tu fais 4 chiffres. Par exemple, tu prends la différence entre ton point et les 4 points dans l'entourage. Parce que l'important, c'est de faire la détection de contour. Et la détection de contour, ça se base sur la différence de pixels. Du coup, tu fais la différence pixels. Et comme ça te forme un vecteur de 128 dimensions, 128 chiffres. Et comme ça, en fait, tu donnes à ton algo de machine learning, lui, il ne connaît rien, en fait, de la nature, en fait, de données que tu as. Pour lui, c'est transparent. Simplement, il a un ensemble de vecteurs, de chiffres de 128 dimensions. Et lui, il essaye de faire la distinction, de faire la classification. Il s'en fout, c'est quoi la nature des données, tu vois. D'accord, oui. Voilà, il essaie de créer, par exemple, pour l'algo que j'ai décrit ici, c'est SVS, c'est très simple. Il essaie de faire un plan de séparation. Il essaie de voir, calculer en fait les coefficients d'un plan qui pourrait séparer au maximum possible les noirs et les rouges, les noirs et les blancs dans les deux côtés, vers les deux côtés. Ouais, il essaie de faire ça. Tu vois. Par exemple, tu vois ici, il y a des lignes H1, H2 et H3. Ça veut dire que tu peux construire une ligne comme H1 ou H2 ou H3, mais tu vois que H1, c'est pas bien, parce que H1, il y a des noirs qui sont mélangés avec des blancs, donc c'est pas une bonne séparation. Et pour le bleu, c'est pas bien non plus, parce que tu as des points qui sont trop proches de la marge. Quand tu as des points qui sont trop proches de la marge, ça veut dire que ton système il est un peu bruyant. Il y a des bruits. C'est les points qui sont à la frontière, c'est pas très précis. Donc le H3, c'est la meilleure ligne. Pour séparer les choses, tu gardes quand même un espace suffisant pour les points à la marge. Voilà. Oui, c'est clair, oui, merci. Il y a des frameworks pour les types de filtres. Par exemple, je sais pas, est-ce que tu connais il y a en fait des frameworks pour les filtres, les types de filtres. Oui, tu peux utiliser OpenCV en C++. Ça te fournit en fait la possibilité d'appliquer les filtres différents sur l'image. Il y a des filtres qui sont très connus, par exemple les filtres gaussiens, comme j'ai montré là, ici sur l'image. C'est le filtre de Gaussien. C'est très connu pour faire les images floues, pour enlever des bruits. Mais tu peux avoir plusieurs filtres différents pour accentuer des caractéristiques différentes des images. Tu peux utiliser ce que j'ai marqué ici, OpenCV. Voilà, en OpenCV, en C++, te propose en fait plein de filtres différents. Tu peux jouer avec, c'est pas très compliqué. Tu cherches une image, tu appliques un filtre en une ligne de code et ça te montre des images déjà filtrées. Et tu peux ajuster les coefficients. Par exemple, si tu fais un filtre gaussien, tu peux filtrer comme ça ou beaucoup plus avec un coefficient que tu peux changer. D'accord, merci. Ouais. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. J'ai une question peut-être un peu plus globale, Tuan. Comment est assurée la persistance de l'apprentissage? Est-ce que la persistance, la machine apprend en permanence, d'accord? Qu'est-ce qui assure la persistance de cette connaissance? Est-ce que lorsqu'on éteint la machine, repart à zéro, ce que je ne pense pas, sûr que non. Mais qu'est-ce qui assure cette persistance? Alors, quand tu apprends les modèles… Je ne sais pas si je suis clair dans ma question. Ouais, je crois que tu parles de la persistance, en fait, d'un point de vue, une fois que tu as le modèle, comment le modèle existe, c'est ça? Comment on sauvegarde le modèle? Exactement, ouais. Ouais. Alors, en fait, le modèle, ce sont des modèles mathématiques. Du coup, à la base, ce sont des chiffres. Si tu as des réseaux neurones, c'est les formats en fait des chiffres dans le réseau neurone.
Et on peut, par exemple, en fait, le réseau neuron, c'est juste que des coefficients. C'est juste des coefficients. Et du coup, tu peux sauvegarder dans les formats. Par exemple, avant que je travaillais dans MATLAB, euh, une fois qu'on fait l'apprentissage, on fait l'entraînement, on a un ensemble des coefficients et on sauvegarde dans une matrice. Et MATLAB permet de sauvegarder les chiffres dans un format qui s'appelle un format matrice. Je ne me rappelle plus, ça fait tellement longtemps. Et du coup, on sauvegarde toujours le modèle sous ce format de matrice. Et après, une fois que tu as ce modèle, si tu veux faire les reconnaissances, bah, tu peux avoir des programmes qui tapent à ce modèle-là, qui est juste un fichier pour chercher les coefficients et voilà. D'accord. Mais maintenant, je pense qu'avec des infrastructures qu'on a avec cloud, trucs comme ça, bah, je pense qu'il y a des formats standards, en fait, il faut sauvegarder le modèle. D'accord. Ouais, une fois, j'ai déjà fait un système comme ça sur le téléphone. C'est un peu mon projet de fin d'études. C'est qu'on capture des images sur le téléphone, mais on ne peut pas faire un traitement. Il faut savoir que maintenant, le traitement, c'est difficile de faire sur un outil comme le téléphone, l'ordinateur, tout ça, parce qu'on fait beaucoup de traitements lourds. Il ne faut pas faire du côté client. Souvent, on a le client qui envoie, par exemple, l'image vers le serveur. Et après, c'est le serveur qui utilise les modèles qui sont déjà entraînés, appris, pour faire pour faire la décision, faire la classification, par exemple. Et après, là, on renvoie en fait, le résultat au client. Donc, c'est plutôt côté serveur. Pourquoi je voulais parler de ça? Euh, ouais. Bon, ouais, pour dire que voilà, souvent, bah, le modèle, on sauvegarde du côté serveur et le côté client, c'est léger, pour faire l'envoi, ou peut-être faire l'échantillonnage des images, tout ça. Et sur le serveur, bah, on sauvegarde les modèles, dans un format qu'on veut, même texte, hein, si on code dans le système, la lecture des textes, dans un format, conventionné. Mais vraiment, l'enjeu ici, c'est plutôt la question de données. Voilà. Je pense que maintenant, qui a le plus de données, bah, c'est le vainqueur. Parce que l'algo, en fait, ne peut pas être efficace si on travaille sur un ensemble de données qui est trop petit ou qui n'est pas suffisamment divers et varié. Donc, voilà, faut avoir un ensemble de données suffisant. Et comme ça, en fait, vous vous échappez de tous les problèmes de bruit, tout ça dans le système. Bon, je ne sais pas si vous avez d'autres questions? Ah oui, si, vous voulez apprendre des choses sur, machine learning, je pense qu'il y a plusieurs, cours, sur les plateformes. Vous pouvez apprendre des choses, sur, data engineering, machine learning, tout ça, d'un point de vue technique. Ça vous Souvent, c'est en Python. Ça vous apprendra, des lips, des comment, des choses à utiliser pour appliquer ou faire, les réseaux neurones, faire des petits trucs. Si vous êtes un peu plus loin sur les côtés mathématiques, bah, il y a aussi des cours de mathématiques pour machine learning. Voilà. Euh, Moi, en fait, j'ai une autre Mmh. question. Mmh. En fait, quels sont les progrès récents dans ce domaine, dans le domaine d'apprentissage automatique? Parce Mmh que mh. pour moi, comme vous dites, j'ai étudié ça en université et Mmh. j'avais l'impression qu'ils ont toujours gardé le même concept fondamentaux, comme Mmh. vous dites tout à l'heure, le machine learning, les réseaux neurones et ainsi de suite. Mmh. Mais les progrès récents, en fait, se jouent sur quoi? Ouais. Récemment, c'est beaucoup sur le deep learning.
comme j'ai pas trop expliqué, mais deep learning, en fait, c'est pas nouveau, c'est pas très nouveau, deep learning quand même. Il y a 10 ans, en fait, j'ai déjà travaillé sur un projet où, là, maintenant, quand j'y pense, en fait, à l'époque, ça s'appelait pas deep learning, mais maintenant, quand j'y pense, en fait, je trouve que c'est vraiment inspiré du deep learning. Donc maintenant, deep learning est très, très utilisé, mais on peut avoir plein de libres dans les langages permet de faire le deep learning. Il suffit en fait de renseigner les données d'entrée et il va apprendre les coefficients et c'est super fort. Ça, c'est la première tendance, c'est le deep learning. Sinon, dans le traitement de la parole, par exemple, c'est plutôt ChatGPT. Donc, ChatGPT est très utilisé. J'ai un cousin qui travaille en traitement de la parole, la reconnaissance de la parole. Il fait en fait les chatbots pour les entreprises. Il répond automatiquement aux clients et il commence à utiliser ChatGPT parce qu'il est tellement fort que ça ne sert à rien en fait de développer les algos par nous-mêmes. Ça ne sert à rien en fait. On ne pourrait jamais battre le record de ChatGPT. Du coup, Ouais, tout à fait. c'est ça. Et du coup, maintenant, tout le monde utilise ChatGPT. Donc maintenant, ouais, c'est plutôt dans le mode où tout est prêt à utiliser. On a moins de choses à faire, sauf si on veut avancer vraiment dans les algos, ça veut dire faire vraiment la recherche. Mais même ça, c'est vraiment compliqué. Si tu travailles dans un algo qui est déjà très optimisé, où ils ont beaucoup de données pour optimiser leur coefficient, leur modèle, c'est vraiment très difficile de les battre. Voilà. Parce qu'on n'a pas suffisamment de données. Voilà. Donc Oui, maintenant, aucun c'est doute, plus. oui. Ouais. Et donc maintenant, le travail d'un ingénieur de machine learning que je vois, c'est plutôt comprendre un peu les notions. Il faut quand même savoir c'est quoi un réseau neurone, c'est quoi les coefficients, c'est quoi SVN, c'est quoi le truc, mais plutôt appliquer les méthodes existantes dans les frameworks. Je travaille beaucoup sur, par exemple, le pré-traitement. Comme j'ai dit, c'est particulier, chaque question, et voilà.